Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 15 heures et nous ouvrons cette édition par un message de félicitations du président de la République à son homologue chinois Xi Jinping, à l'occasion de la fête nationale de la Chine. Dans un télégramme adressé au président Xi Jinping, Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au peuple chinois, saluant la Chine comme une superpuissance technologique et un acteur clé du développement mondial. Le chef de l'État s'est également félicité du renforcement constant des relations entre Djibouti et la Chine, qualifiant cette coopération de modèle exemplaire entre deux nations aux dimensions contrastées. Une relation désormais portée au rang de partenariat stratégique global avec des retombées positives sur tous les secteurs d'activité. Le gouvernement djiboutien salue les efforts déployés par le président des États-Unis, Donald Trump, en vue d'instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de jeter les bases d'une paix juste et durable dans la région. Tout en exprimant son appréciation pour ces initiatives, Djibouti réaffirme son soutien total à toute proposition visant à mettre fin au conflit, à faciliter la reconstruction de Gaza, à prévenir le déplacement du peuple palestinien et à préserver l'intégrité de la Cisjordanie tout en la protégeant des risques d'annexion. Djibouti réitère donc également son attachement à un règlement pacifique global garantissant un accès humanitaire sans entrave, la mise en place des dispositifs de sécurité fiables et équilibrés, ainsi que le lancement d'un processus de reconstruction durable à Gaza dans le respect du droit international et du principe de la solution à deux États. Et nous poursuivons ce journal avec ce revers judiciaire de DP World devant la London Court of International Arbitration. Eh bien, la République de Djibouti se félicite de la sentence arbitrale rendue hier par la Cour d'arbitrage internationale de Londres. Cette décision, qui n'est pas susceptible de recours, constitue une victoire particulièrement significative pour la République de Djibouti et la société Port de Djibouti, dans le différend qui les oppose à la société DP World. Dans cette procédure, DP World réclamait abusivement à PDSA des dommages et intérêts de près d'1 milliard de dollars qui auraient été liés à la résiliation par la République de Djibouti de la concession du terminal à conteneurs de Doralé en février 2018. Le juge arbitral a confirmé que la société PDSA, entité de droit privé, n'avait aucun lien avec la fin de cette concession. Cette résiliation relevait d'une décision souveraine de la République de Djibouti et PDSA donc n'était pas responsable des pertes invoquées par DP World. La demande de DP World a donc été jugée infondée et intégralement rejetée. Le tribunal a par ailleurs condamné DP World à assumer l'intégralité des frais d'arbitrage et a condamné cette dernière à rembourser les frais de défense de PDSA, donc à 1,85 million de dollars. Cette décision réaffirme une nouvelle fois les droits légitimes de la République de Djibouti. Elle met en échec la stratégie de recours abusif aux tribunaux et de pression médiatique engagée par DP World à l'encontre de l'État djiboutien et des sociétés opérant dans le secteur portuaire national. Le gouvernement donc réaffirme sa position maintes fois réitérée. Seul un accord direct entre la société DP World et la République de Djibouti qui garantira les intérêts communs, mais aussi la souveraineté de la nation sur ces infrastructures stratégiques permettra de clore le conflit commercial avec DP World. Autre information, dans le respect des dispositions de l'article 50 de la Constitution, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a procédé aujourd'hui à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Parlement de la 9e législature. Cet événement institutionnel majeur marque la reprise des travaux législatifs au cœur de la vie démocratique et politique de notre pays. La cérémonie s'est déroulée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement, des députés ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Était également représenté le corps diplomatique accrédité à Djibouti, les organisations internationales, les collectivités locales et les acteurs de la société civile. La séance a été ouverte par l'interprétation de l'hymne national, symbole de l'unité républicaine et de la fidélité aux valeurs de la nation, suivi du mot d'accueil du président de l'Assemblée nationale, adressé aux élus du peuple à l'occasion de cette rentrée parlementaire.
À l'issue de son allocution inaugurale, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette session, dite budgétaire, constitue un moment essentiel de la vie parlementaire puisqu'elle est consacrée à l'examen de la loi de finances conformément à l'article 51, alinéa 6 de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale a également souligné la nécessité de garantir la représentation de tous les segments de la société dans le processus décisionnel, l'importance de promouvoir la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et le rôle du Parlement dans le renforcement des relations interparlementaires et partenariales. Sur le plan diplomatique, il a rappelé que la rentrée parlementaire intervient après un mois de septembre marqué par une intense activité diplomatique portée par le chef de l'État lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Et à cette occasion, il a réitéré la solidarité indéfectible de la République de Djibouti envers le peuple palestinien et la position constante de notre pays en faveur de la solution à deux États et de la cessation immédiate des violences. Sur le plan institutionnel, il a annoncé que cette session verra également l'opérationnalisation du renouvellement des organes parlementaires conformément donc au règlement intérieur et en considération des 4 décennies d'existence de la Charte fondamentale de 1992 et saisissant l'opportunité de l'élargissement des nombres du Conseil constitutionnel. Il a fait part de la nécessité d'actualisation de certaines dispositions de cela dite charte. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la portée centrale de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2026, rappelant que cette prérogative budgétaire du Parlement constitue le socle même de l'action législative et de la vitalité démocratique. Et après le discours du président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté la déclaration de politique budgétaire. Mais avant, écoutons donc le président de l'Assemblée nationale qui a rappelé aux députés que l'essence même de leur mandat est de veiller à ce que toutes leurs décisions convergent vers un objectif unique, servir les intérêts du peuple djiboutien. On l'écoute. Cette rentrée parlementaire intervient après des vacances d'été, durant lesquelles les députés ont poursuivi leur travail de proximité avec leurs concitoyens. Pour la République de Djibouti, la rentrée vient clore aussi un mois de septembre marqué du sceau d'une diplomatie intensive auprès de l'Assemblée des Nations Unies. Portée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la voix de notre nation éprise de paix s'est rangée comme elle a toujours été le cas aux côtés de la solidarité internationale, de la justice contre la loi du plus fort, des exactions génocidaires perpétrées dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Dans 6 jours, cela fera en effet 2 années que les Palestiniens subissent des actes de crimes de guerre contre des civils, des campagnes de famine orchestrées, des assassinats, bref, des horaires inhérentes à une véritable stratégie d'extermination ou d'exil sans retour qui font fi des multiples initiatives infructueuses, considérant l'accroissement des postures et des actions entreprises par Israël, circonstances qualifiées par tous comme un génocide et une tentative d'extermination flagrante du peuple palestinien. La République de Djibouti, à l'instar de la communauté internationale, a réitéré son aversion du raisonnement du plus fort et a proclamé une fois de plus, par la voix du président de la République, l'attachement à la solution de 2 États et à de la cessation plus vite de la barbarie israélienne contre le peuple de la Palestine. Mesdames et messieurs, cette rentrée, outre la diplomatie nationale et le travail de proximité des députés précédemment évoqué, signale que la 9e législature rentre dans sa seconde et dernière moitié du mandat parlementaire qui a débuté en mars 2023 et prévu pour prendre fin 2028. En application des règlements antérieurs, le renouvellement des organes est effectué et sera rendu opérationnel dès l'entame de cette session. Autre sujet d'enjeu, le renforcement des relations institutionnelles est prévu dans l'agenda parlementaire.
En l'occurrence, je porte à votre connaissance que j'ai été saisi d'une correspondance du président du Conseil constitutionnel, il y a près de 2 semaines, le 11 septembre dernier, avec pour objet l'éventuelle nécessité d'une réflexion relative au renforcement des organes de contrôle, par exemple l'accroissement du membre du Conseil constitutionnel. Permettez-moi de dire que cette sollicitude du Conseil en charge de l'examen de la constitutionnalité des lois témoigne de la place du premier choix occupé par le Parlement et notre commune adhésion au rôle, mission et prérogatives de l'office des législateurs, dont la première et la principale consiste à voter la loi. Après 4 décennies d'existence et 15 ans après la révision, nombre de dispositions contenues dans la Charte fondamentale de 1992 appellent révision et actualisation. Cet encadrement idoine de la vie structurée et institutionnelle, il me semble venu le temps de jeter un regard nouveau. Et cette mission, nous allons nous y atteler avec inclusion, responsabilité et sens aigu des intérêts de notre nation. Et suivant la seconde partie du discours du président de l'Assemblée nationale, M. Deleta Mohamed Deleta. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, cet état d'esprit est d'autant plus opportun, nécessaire que l'exercice budgétaire se profile pour la 3e fois en cette 9e législature. Outre les activités traditionnelles des législateurs, voter la loi, contrôler l'action gouvernementale, l'examen du projet de loi des finances initiales 2026 constitue une part conséquente dans l'agenda des prochaines semaines. Mais cet exercice est plus accessible aux députés de la 9e législature grâce à l'expérience acquise lors des joutes budgétaires en pareilles circonstances et grâce aux sciences d'information et l'acquisition des compétences organisées par notre institution et des partenaires comme les organes publics compétents dans le domaine des finances publiques. Pour clore mes propos de bienvenue, je vous rappelle le consigne déjà partagé avec vous, ici même, en octobre dernier. S'il est donc de notre rôle d'examiner la politique budgétaire proposée par le gouvernement, puis de se prononcer sur elle, nos choix budgétaires et les votes conditionnent l'action gouvernementale pour l'année prochaine. Cette prérogative, fondement de tout Parlement, est à la fois vitale pour les institutions et indispensable pour le développement de notre pays. Enfin, je vous recommande de penser à nos concitoyens, bénéficiaires ultimes de nos efforts, le peuple djiboutien, qui pour lui et en son nom, tous les pouvoirs publics, législatifs, exécutifs, concourent chaque jour à servir l'intérêt du service public. Je vous remercie de votre attention. Et après le discours du président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présenté la déclaration de politique budgétaire exposant donc les grandes orientations gouvernementales pour 2026 dans le cadre de la vision Djibouti 2035. On écoute le Premier ministre. Intervention donc que nous aurons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances et de l'Industrie ont conjointement lancé aujourd'hui le processus d'élaboration des comptes nationaux de la santé, marquant une étape stratégique, une gouvernance sanitaire plus transparente, efficace et équitable. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie et des Finances. Étaient également présents le secrétaire général du ministère de la Santé et le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances et de l'Industrie, M. Abdelrazak Ahmed Idriss, aux côtés des cadres techniques et financiers des 2 départements. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence budgétaire et de la redevabilité publique, conformément aux orientations du plan national de développement sanitaire et aux engagements du pays en matière de couverture sanitaire universelle. Les comptes nationaux de la santé permettront de cartographier les flux financiers du secteur santé pour une meilleure allocation des ressources, analyser, appuyer le plaidoyer budgétaire auprès des instances nationales et partenaires techniques et financiers, orienter les politiques publiques sur la base des données probantes et enfin renforcer la coordination multisectorielle et l'appropriation nationale des outils de planification.
Ce processus marque une avancée majeure vers l'institutionnalisation des CNS avec pour ambition de produire des données annuelles fiables et intégrées au service d'un système de santé durable, inclusif et permanent. Prépare aux travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la cybersécurité tenue hier à Riyad en Arabie Saoudite. La délégation djiboutienne était conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Jaïdine Saïd Bamakrama, M. Abdelrahman Saïd, conseiller du président auprès du secrétariat général du gouvernement, M. Moustapha Mohamed Ismail, directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information et de l'État, l'ANSI. Son allocution, l'ambassadeur a mis en lumière les avancées majeures réalisées par Djibouti dans le domaine de la cybersécurité, notamment l'adoption de la stratégie nationale de la cybersécurité, la promulgation du code numérique, l'organisation annuelle de la Semaine nationale de la cybersécurité. En marge de cette réunion, la délégation djiboutienne participera également au deuxième forum international de la cybersécurité prévu donc aujourd'hui et demain, le 1er et 2 octobre 2025 à Riyad, qui réunira des experts régionaux et internationaux pour aborder les grands enjeux de la cybersécurité à l'échelle mondiale. Dans l'actualité également, une cérémonie officielle s'est tenue à l'aéroport international de Djibouti pour la réception d'un don humanitaire offert par la Fédération de Russie à la République de Djibouti. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismail Abdo, et de M. André Chanin, chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie en République de Djibouti. Ce don, réceptionné par une délégation composée de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmed Ouassama, et du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, donc s'inscrit dans le cadre du plan national de riposte à la sécheresse, donc déjà déployé par le gouvernement sous la conduite du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. D'un volume total de 23 tonnes, cette cargaison comprend un ensemble diversifié d'articles de première nécessité. Il inclut des médicaments essentiels ainsi que du matériel médical pour soutenir les structures hospitalières. À cela s'ajoutent des denrées alimentaires de base, notamment des vivres et de l'huile végétale afin de répondre aux besoins urgents des ménages les plus fragiles. À travers cette initiative, la Fédération de Russie réaffirme son amitié et son partenariat avec la République de Djibouti. De son côté, le gouvernement djiboutien réitère sa détermination à poursuivre ses efforts de soutien aux populations affectées et à consolider ses partenariats bilatéraux et multilatéraux. Ensemble, ces actions traduisent une volonté commune de relever les défis humanitaires et climatiques auxquels le pays est confronté. Et nous retrouvons de raison l'intervention du chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie en République de Djibouti. Aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie de la remise d'une aide humanitaire russe au gouvernement et aux populations de la République de Djibouti, qui sont confrontées à une sévère sécheresse dans les zones reculées du pays. Cet événement, particulièrement marqué dans les régions de l'intérieur, a mis à rude épreuve les moyens de subsistance des communautés rurales, déjà fragilisées par les épisodes climatiques extrêmes récurrents dans la Corne de l'Afrique. À cet égard, le gouvernement de la Fédération de Russie a pris la décision de répondre aux besoins du gouvernement de la République de Djibouti et de livrer à l'État de Djibouti une aide humanitaire gratuite. Le cargo aérien contient 23 tonnes de matériel médical et des médicaments, des conserves de bœuf et de huiles végétales. Cette action témoigne des relations traditionnellement amicales et l'esprit de coopération qui existe de longue date entre nos deux États. Notre pays venait, vient et viendra toujours à l'aide des pays du continent africain en situation de détresse, et ceci de tout notre cœur. Écoutons à présent le mot de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Nous accueillons aujourd'hui à l'aéroport international de Djibouti un appui humanitaire de la Russie composé de 23 tonnes de médicaments, de matériel médical et de vivres, destinés à soutenir le plan national de riposte à la sécheresse. Comme vous le savez,
Depuis plusieurs mois, la République de Djibouti a mis en œuvre, et sous le leadership de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, un plan national ambitieux pour répondre aux conséquences de la sécheresse et soutenir les populations affectées. Ce plan a mobilisé l'ensemble des institutions nationales afin de préserver la santé, la sécurité alimentaire et la dignité des familles impactées par les effets de la sécheresse. L'appui reçu aujourd'hui vient compléter le dispositif et s'inscrit dans la dynamique de coopération et de solidarité qui caractérise les relations entre nos deux pays. Nous considérons ce geste comme une marque d'attention portée à la situation humanitaire que traverse notre pays et comme un signal fort de la volonté de la Russie d'accompagner Djibouti dans ses efforts de résilience. Je voudrais réaffirmer à cette occasion que la République de Djibouti reste pleinement engagée à soutenir les familles affectées par les aléas climatiques tout en consolidant les partenariats bilatéraux et multilatéraux qui renforcent l'efficacité des actions gouvernementales. Mesdames et messieurs, les défis liés au changement climatique nous rappellent que les réponses aux crises exigent à la fois des efforts nationaux soutenus et des collaborations internationales constructives. C'est dans cet esprit que nous recevons aujourd'hui ce don et nous remercions vivement la Russie pour cette action de solidarité envers le peuple djiboutien. Cela témoigne des bonnes relations qu'entretiennent depuis de longues dates nos deux nations. Je vous remercie. Dans la journée d'hier, le navire marchand Minerva Grudge a été victime d'une attaque de missiles dans le golfe d'Aden. L'équipage, composé de 18 marins, donc de différentes nationalités, a dû abandonner le navire, gravement endommagé. Un blessé grave est à déplorer. Les opérations de secours menées conjointement par les frégates HS et FS Chevalier Paul ont permis l'évacuation rapide et efficace de l'ensemble de l'équipage. La garde-côte a joué activement un rôle essentiel dans cette opération en déployant ses patrouilleurs pour escorter les navires transportant les rescapés jusqu'au port de Djibouti, assurant leur sécurité durant tout le transit. Cette intervention illustre la collaboration et la coopération efficace entre la garde-côte et les forces alliées opérant dans la zone du golfe d'Aden, notamment dans le cadre des missions de sécurité et de sûreté maritime. Grâce à cette action conjointe, la protection des vies humaines et la sécurité maritime ont pu être assurées dans un contexte particulièrement instable. À leur arrivée au port, les autorités portuaires ont immédiatement pris le relais pour organiser l'accueil des rescapés. Dans l'actualité également, les associations Union des jeunes solidaires de Yobouki et Initiative pour le développement intégré des femmes de Yobouki ont organisé hier une cérémonie de remise des récompenses aux lauréats du baccalauréat de la session 2025 du lycée de Yobouki. L'événement s'est tenu dans le hall du conseil régional de Dikil. Dans leurs interventions, les différents intervenants ont salué l'excellence des lauréats et ont félicité les organisateurs pour cette initiative citoyenne visant à encourager la jeunesse et promouvoir la culture de l'effort et du mérite. L'accent a été mis sur l'importance de l'éducation comme levier de développement et sur la nécessité de soutenir les jeunes talents, en particulier en zone rurale. À l'issue des discours officiels, la cérémonie a été marquée par la remise de 10 ordinateurs portables aux 10 meilleurs bacheliers du lycée de Yobouki en reconnaissance de leurs efforts et de leurs brillants résultats. Cette initiative vise à les accompagner dans leur parcours universitaire et à leur offrir les outils nécessaires pour réussir. Les deux associations ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le développement de la sous-préfecture de Yobouki et à continuer d'investir dans la jeunesse à venir de la nation. À cette belle organisation qu'on voit aujourd'hui, je suis fier et sincèrement touché. C'est justement montrer aussi l'importance de cette cérémonie. On est fiers, Yobouki est fier, je suis fier
de voir nos bacheliers cette année réussir. S'il y a des années passées, s'il y a eu un peu d'échecs, mais on a su relever donc et montrer aussi donc que nos enfants qu'ils peuvent aussi donc, si on met un effort, donc ils peuvent aussi réussir. Et Inch'Allah, on va continuer sur cette voie. Et donc, je remercie aussi les organisateurs de deux associations qui sont ici présents. Dans l'actualité régionale, à présent, l'Office national des statistiques du Kenya a annoncé que l'économie nationale a enregistré une croissance annuelle de 5% au deuxième trimestre 2025, marquant une hausse notable par rapport aux 4,6% enregistrés durant la même période l'année passée. Et au moins 35 Palestiniens, dont une femme enceinte et des enfants, ont été tués lors des attaques menées par l'armée israélienne dans différentes régions de la bande de Gaza selon des ressources sanitaires. Dans la zone du corridor de Netzarim, au centre de Gaza, 18 Palestiniens ont trouvé la mort par les tirs israéliens alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire et 33 autres ont été blessés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.